Bonjour, je suis Isabelle Roanne-Soupeau et je suis actuellement retraitée depuis 2 ans, mais j'étais en poste en tant que maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille depuis 2004 et auparavant j'étais également en poste en tant que maître de conférence à l'Université de Marne-la-Vallée et ma spécialité c'est plutôt la littérature et aussi un peu la civilisation du siècle d'or. J'ai enseigné donc pendant 15 ans à Aix-Marseille, où j'ai eu beaucoup de plaisir à partager mon expérience et mes connaissances avec mes étudiants. J'ai soutenu une thèse en 2000, donc il y a tout juste 20 ans, à l'Université de Paris 4, Paris-Sorbonne, sous la direction de Jean-Pierre Etienvre, donc en littérature du siècle d'or. Et le titre exact de la thèse, c'est La poétique de l'île dans l'œuvre romanesque de Cervantes, avec un corpus qui donc englobe les différents grands romans cervantins, depuis la Galatéa, le Quichotte jusqu'au Persil et son dernier roman, et bien sûr les 12 nouvelles exemplaires également, c'est-à-dire son œuvre en prose exclusivement pour cette thèse. Voilà. Donc alors, cette thèse, est-ce qu'elle est le fruit, enfin l'aboutissement d'un parcours traditionnel avec une licence, une maîtrise, ou est-ce que c'est l'aboutissement d'un parcours plus singulier? Alors, j'ai une expérience un petit peu ambivalente et c'est en ça peut-être que mon parcours est un peu différent de celui d'autres collègues, à savoir que j'ai eu une époque de formation universitaire tout à fait classique en enchaînant les diplômes et les concours, une licence à Paris 4 Sorbonne donc, en 1976, une maîtrise et un DEA en même temps que le CAPES et l'agrégation que j'ai eue en 1979. Mais à la suite de cette étape de formation, je me suis consacrée pendant 18 ans à l'enseignement secondaire, donc dans divers lycées de la région parisienne où j'enseignais donc jusqu'au bac et même dans certaines classes post-bac. Et pendant cette période, je me suis vraiment éloignée de la recherche et je ne m'y suis remise vraiment que lorsque j'ai voulu préparer une thèse. Et là, j'ai recontacté celui qui allait devenir mon directeur de thèse, Jean-Pierre Etienvre, à Paris 4 toujours. Et donc, j'ai repris la recherche à ce moment-là et j'ai soutenu ma thèse, donc j'avais plus de 40 ans. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu des postes dans l'enseignement supérieur, donc en tant que prague d'abord, puis ensuite en tant que maître de conférence. Et donc, voilà, je peux dire qu'il y a eu vraiment deux étapes assez distinctes dans ma carrière. Et c'est Parce ça que, qui rend peut-être mon parcours un peu atypique. Voilà. alors ça c'est pure curiosité, est-ce que tu peux nous dire quels étaient les sujets de ton mémoire de maîtrise et de ton mémoire de DEA? Oui, bien sûr, ben, c'est en fait en relation avec ce qui a été ensuite le sujet de la thèse, c'est-à-dire que mon mémoire de maîtrise portait sur les traditions magiques et surtout sur le motif de la grotte, donc déjà, je dirais, l'étude des espaces dans les comédias du siècle d'or. Et mon DEA, c'était également sur les traditions magiques, mais cette fois dans le roman cervantin. Donc, il y avait déjà Cervantes et l'espace dans mes préoccupations, je dirais, à ce moment-là. Et en fait, j'ai travaillé pour la maîtrise et pour le DEA déjà à Paris 4 Sorbonne sous la direction de Maurice Molliot, du professeur Molliot. Alors du coup, je suis curieuse de savoir ce qui a suscité cette passion pour le siècle d'or et finalement quel a été l'élément déclencheur qui t'a guidé vers précisément le choix de ce sujet de thèse. Alors, il y a en fait plusieurs petits éléments, plusieurs petits facteurs qui ont déclenché tout ça. Donc, je suis obligée quand même de commencer par le début. Et le début, en fait, c'est mon père. Parce que j'avais un père hispaniste et il m'a initiée vraiment de façon très précoce à la lecture du Quichotte. Bon, c'était une lecture assez ludique, hein, mais je me souviens même que j'avais un vieux disque avec le Quichotte, des extraits du Quichotte tout au moins, lus par Gérard Philippe. Voilà. Donc j'ai été familiarisée, dirons, par mon environnement familial.
au texte cervantin et puis aux espaces cervantins parce que je me suis promenée dans la Mancha alors que j'étais encore toute petite. Ah bon, mais alors, tu avais quel âge? Ah bah, je devais avoir 3 ou 4 ans déjà, quand les premières fois, quand D'accord, je donc suis à allée 3 ou 4 ans. du côté des Lagunas de Ruidera. Donc, donc c'était déjà des espaces cervantins qui m'étaient familiers depuis longtemps. Et c'est vrai que ça a été confirmé, ce premier goût et ce premier plaisir. Ça a été confirmé ensuite par ceux que j'ai vraiment considérés comme mes maîtres. J'ai cité tout à l'heure Maurice Molliot, qui est sous la direction duquel j'ai préparé maîtrise et DEA, mais celui qui a peut-être le plus compté, c'est Jean Villard. Jean Villard, qui était également professeur à Paris 4, quand j'étais moi étudiante, et qui, lui, parce que Maurice Molliot était quelqu'un de très occupé, donc c'est vraiment avec Jean Villard que j'ai beaucoup travaillé. Donc j'ai suivi leurs enseignements à tous les deux, qui ont été déterminants, et ensuite ils m'ont dirigée dans ces premiers pas de chercheuse. Et donc eux, ils ont vraiment beaucoup compté dans mes choix et dans mes goûts. Et puis bon, ben, en fait, je suis quand même obligée aussi, et je le fais avec vraiment beaucoup de reconnaissance, de citer mon directeur de thèse, parce que étant donné ce parcours qui caractérise un peu mon évolution et cette pause euh, de presque 18 ans, hein, pendant laquelle j'ai vraiment cessé de... J'ai beaucoup lu, bien sûr, mais j'ai vraiment cessé de travailler au niveau de la recherche. Je dois dire que j'avais perdu certains réflexes. Et je dois à Jean-Pierre Etienne de m'avoir vraiment remise en selle, de m'avoir aidé à réapprendre à travailler. Euh, il a, il a beaucoup contribué, disons, à ma formation ou à ma deuxième formation, peut-être qu'on peut appeler ça comme ça, hein, en me réapprenant toute l'exigence, la rigueur, le questionnement permanent. Enfin, voilà. Donc ça, je lui en sais gré parce que je dirais qu'après 18 ans d'enseignement, moi, j'allais peut-être un peu trop vers l'allusion, vers la facilité. Voilà. Donc j'avais besoin d'un recadrage. Donc voilà, entre les uns et les autres, ben, ils ont contribué à me faire beaucoup progresser et à me faire avancer. Alors, en quelques phrases, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as voulu démontrer dans cette thèse, en quelque sorte, quelle était ta thèse? Ah, alors, donc, je suis partie donc d'un sujet qui m'a été proposé au départ par Jean-Pierre Etiendre, mais qui collait parfaitement à ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai adhéré tout de suite. C'est vrai que j'aimais bien dans l'idée de travailler sur un espace comme l'île, justement le fait d'embrasser toutes ces potentialités qui vont de la mythologie à l'histoire culturelle, et puis après évidemment le travail sur l'analyse littérale des textes cervantins. Et puis il se trouve que l'île chez Cervantes, bon, je sais pas, je pourrais en citer peut-être 3 pour montrer à peu près la complexité de la chose. Bon, il y a la Sicile, que tout le monde connaît, qui est par exemple, ou l'île de Chypre aussi, qui sont les deux espaces d'une nouvelle exemplaire qui est El Amante Liberal. Et puis il y a l'île, bien sûr, la Insula Barataria du Quichotte, l'île dont Sancho est le gouverneur éphémère. Et puis il y a aussi une île dans le Persiles qui s'appelle, enfin qui n'a pas de nom d'ailleurs, mais qui est l'île du roi Polycarpo, et qui est une île un peu rêvée, dans la structure en tout cas politique est assez idéalisée, etc. Donc voilà, il y a ces 3 exemples en tout cas montrent qu'il y a tout un éventail de choses qui se mêlent dans l'île cervantine. Donc j'ai cherché bien sûr d'abord à en dessiner les contours de cet archipel, hein, parce qu'il y avait à la fois évidemment la prégnance d'une culture, de tradition littéraire, mythologique, puis il y a aussi tout un imaginaire, et puis il y a aussi, et c'est ça qui devient intéressant, c'est là que ma thèse se profile, il y a aussi une topographie de l'intime. Il y a la cartographie qui commençait à être objectivement connue à l'époque de Cervantes, en tout cas pour ce qui est de la Méditerranée. Et puis il y a cette topographie intime qui est liée en fait à la biographie de Cervantes, aux circonstances biographiques de Cervantes, et notamment dans son parcours à travers la Méditerranée, de la bataille de Lépante jusqu'à sa convalescence en Sicile, puis ensuite sa captivité en Algérie, son retour, enfin bref, tout ça a beaucoup compté.
Donc l'île, et c'est vrai, est un motif qui est très inspirant et très fécond. C'est à la fois un endroit où on est isolé, un lieu à part, et puis aussi un monde en miniature. Donc moi, j'ai essayé de montrer un petit peu tout ce que l'imaginaire Cervantin pouvait véhiculer à travers cet espace. Et puis j'ai essayé aussi, et c'était peut-être là l'aspect le plus original, de montrer vraiment l'importance de ce motif au niveau de l'écriture elle-même. J'ai été amenée à parler de récits en archipel. Pour le dire très brièvement, par exemple, dans le Quichotte, il y a des récits enchâssés qui sont autant de petites îles dans l'océan du texte. Il y a aussi, grâce à l'île, l'arrivée de nouveaux personnages dans le Persil, et c'est le cas en particulier dans toute la première partie du livre qui se passe dans les mers du Nord. Chaque fois que les personnages principaux abordent sur un nouveau rivage et rencontrent de nouveaux personnages, et là, ça donne lieu à donc des récits rétrospectifs, etc. Et puis l'île, c'est aussi un petit peu une scène à part qui permet de théâtraliser un peu l'écriture romanesque. Et ça, cette théâtralisation du roman passe aussi par cet espace. Voilà. Et puis, in fine, je dirais que bon, vraiment l'île, c'est la paratopie au sens où l'entend Manguenau. Donc, il y a cet aspect un peu hybride, hybride et très fécond entre les conditions de la production, les conditions biographiques de la production et le produit de la création elle-même. Et donc, voilà ce que j'ai essayé de montrer. En sachant qu'en plus, c'est vrai, comme je l'ai montré, je crois, avec les 3 exemples là, que je vous disais tout à l'heure, cette île permet une superposition des plans, le fictionnel, le culturel et le réel. Et chez Cervantes, on sait que cette superposition des différents plans et le brouillage qui en résulte est vraiment à la base de son écriture et de sa philosophie, de son ontologie. Donc voilà ce que j'ai essayé de démontrer à travers ces 300 ou 400 pages. Voilà. Tu as évoqué tout à l'heure 3 personnes qui ont été importantes pour toi dans la thèse. C'était ton directeur de thèse, Jean-Pierre Etienvre, Maurice Maudiot évidemment, Jean Villard. Est-ce qu'il y a eu d'autres gens, d'autres personnes qui ont joué aussi un rôle important? Alors pas nécessairement sur le plan universitaire, ça peut être sur le plan plus personnel. Tu as évoqué tout à l'heure le rôle qu'a joué ton papa qui te faisait écouter le Quichotte quasiment en même temps qu'il te donnait ton biberon. Mais est-ce que tu voudrais mettre en avant d'autres personnes? Oui, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que je pense que c'est plus que des personnes, ce sont des lieux. Voilà. Peut-être des lieux qui ont été inspirants et des rivages, hein, voilà, qui m'ont permis d'aborder sur l'île Cervantine ou du moins sur l'archipel, hein, parce que donc il n'y en a pas qu'une, il y a vraiment une grande polyvalence et des formes très différentes. Voilà. Alors, comme ma curiosité n'a pas de limite, je vais te poser une question. Si elle est trop personnelle, tu peux parfaitement biaiser. Il n'y aura pas de problème, bien entendu. Est-ce que tu peux nous en décrire un de ces fameux rivages qui t'a inspiré et qui t'a permis d'aller jusqu'au bout de ce parcours de thèse? Peut-être, oui. En fait, les rivages qui me font le plus penser à Cervantin, qui ne sont pas qu'insulaires, hein, encore une fois. D'ailleurs, depuis, j'ai continué la recherche un peu dans ce sens, parce que la thèse n'est quand même qu'un début, hein, il faut bien le dire. Et justement, je me suis intéressée plus largement, pas seulement au motif de l'île, mais au rivage en général. Et je suis particulièrement sensible au rivage du sud de l'Espagne, la province d'Almería, et notamment du Cabo de Gata, qui font face justement à Oran.
Oran, qui est une ville où Cervantes est passé, a cherché à s'échapper quand il était captif à Alger. Et donc, c'était la traversée, en fait, la plus courte pour revenir sur la péninsule ibérique. Donc, voilà, je sais aussi que ce sont tous ces rivages qui ont vu, qui ont été le théâtre de toutes les razzias. Razzias que Cervantes décrit notamment dans son théâtre. C'est comme ça que commence Los Baños de Argel, etc. Donc c'est vrai que, et puis bien sûr l'épisode du captif du Quichotte reflète aussi tout ça. Hein. Donc ce sont ces terres-là, ces rivages. Euh, et bien sûr, il peut y avoir aussi les Baléares, où on retrouve également, qu'on retrouve souvent dans l'œuvre cervantine. Pour lui, c'est un espace plus dramatique parce que c'est au large des Baléares qu'il a été enlevé et emmené en captivité. Alors, j'aimerais bien que tu nous dises quel texte, quelle page de Cervantes tu préfères, s'il y en a une que tu préfères, en tout cas qui te parle particulièrement, et dont tu me conseillerais la lecture, relecture, pour une chaude après-midi du mois d'août. Ouf, c'est très difficile de faire un choix. Mais c'est vrai que si justement, je viens de parler de l'épisode du captif, et je trouve que c'est peut-être un des plus beaux passages, parce que justement, il y a cette hybridité dont je parlais tout à l'heure. Et là, par contre, je pourrais peut-être citer quelqu'un qui a eu aussi une certaine importance, non pas tant pour l'île que donc pour m'amener vers cette biographie cervantine, et c'est Jean Canavaggio, que j'ai connu quand j'étais jeune, étudiante, et dont j'ai bien sûr lu tous les ouvrages. Et ces chapitres du Quichotte qui racontent la captivité de Ruy de Viedma, avec tout ce qu'ils ont de biographique par rapport à la propre captivité de Cervantes, et sont, à mon avis, les plus riches. Et bon, voilà. Et c'est ce qui permet aussi de mieux comprendre pourquoi après il s'est appelé Saavedra, hein, Cervantes Saavedra. Il s'est ajouté ce deuxième nom, il s'est mis à signer avec ça, vraiment au retour de la captivité. Et il y avait là comme une sorte de signature de cette blessure qui l'a marqué à jamais. Enfin, voilà, c'est peut-être, bon, si je devais choisir une page, ce serait peut-être celle-là, mais il y en a tellement que j'aurais du mal. Il y a aussi un autre passage, alors là, qui est plus lié peut-être non plus à l'écriture, mais à la philosophie cervantine, que Cervantes d'ailleurs partageait avec d'autres auteurs du siècle d'or, qui est le départ de Sancho de l'île Barataria et son désabusement, son desengaño, hein, le moment où il tombe en plus dans une fosse, et évidemment toutes les réflexions qui en découlent. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est très émouvant et qui a une portée profonde. Alors moi, de Cervantes, bon, en dehors du Quichotte bien sûr, je garde un souvenir vraiment très amusé de son théâtre, en particulier d'une pièce de théâtre d'une pièce qui s'appelle El Juez de los Divorcios, et qui vraiment je trouve très amusante, et que j'ai travaillé en version avec les étudiants, et ça leur a beaucoup plu aussi. Oui, oui, effectivement, alors le théâtre bref est une très grande drôlerie. D'ailleurs, moi, ça m'a souvent servi de texte Oui. pour une première approche, que évidemment c'est plus accessible, hein, que certaines proses un peu plus compliquées, les petits dialogues du théâtre bref. Bon, cela dit, la drôlerie n'est pas que l'élément décisif dans ses choix, puisque, bon, évidemment, on pense au Retablo de las Maravillas, il y a toujours derrière cette approche plus philosophique sur où est la vérité, de quelle façon peut-on accéder à la connaissance, à la vérité des choses. Est-ce que la réalité, c'est la vérité, etc. Tout cet aspect, disons, plus platonicien de, de la pensée cervantine. Et Cervantes, j'imagine que tu continues à le lire, relire régulièrement.
Oui, je le relis, mais pas que par obligation. Je veux dire, évidemment, je le relis parce que j'ai souvent des articles à rédiger ou des participations à des congrès qui me font relire tel ou tel aspect de son œuvre, mais aussi par plaisir. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai toujours un Quichotte pas loin. Le théâtre aussi, même ces comédias. J'ai travaillé aussi sur les comédias inventives et les nouvelles exemplaires, bien entendu. Non, non, c'est une lecture récurrente. Et C'est alors, une... quand tu le relis, qu'est-ce que tu y cherches? C'est que tu as besoin d'inspiration, de t'enthousiasmer, tu cherches des réponses à des questions. Voilà, pourquoi tu relis Cervantes? C'est plutôt, je dirais, une lecture de, oui, bon, de plaisir, c'est évident, mais aussi de référence. C'est-à-dire que si j'ai une idée particulière ou s'il y a une circonstance particulière dans la vie, je peux essayer d'y trouver des correspondances avec des pages qui ont été écrites par Cervantes. Et à ce moment-là, c'est vrai que je vais revoir un petit peu ce qu'il avait écrit là-dessus. Voilà. Bon. J'en déduis donc que c'est ta deuxième Bible, le Quichotte. Bah, pour moi, je pense pour beaucoup, non? Oui, 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 bien sûr. Voilà. Oui, oui, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose. Ce sont des textes qui m'accompagnent. Voilà. Alors, bon, j'imagine que quand on travaille sur un auteur comme Cervantes, la première difficulté, c'est l'immense bibliographie critique qui a été produite sur cette œuvre. Moi, je connais cela dans d'autres proportions, mais enfin, c'est le même type de problème avec García Márquez. Est-ce que tu vois d'autres problèmes, d'autres écueils que tu as pu rencontrer, affronter au cours de la rédaction, de l'élaboration de cette thèse? Non, mais tu as raison, c'est effectivement l'écueil principal, hein, le foisonnement de publications, parce qu'effectivement, la différence avec Garcia Marquez, c'est la durée. Donc, sur Cervantes, on a 4 siècles, hein, et en particulier les 2 derniers ont été extrêmement prolifiques. Et donc, il faut vraiment éviter de se noyer dans cet océan. Donc, là, si je garde la métaphore insulaire, ben, faut bien choisir les îles refuges auxquelles aborder pour être tranquille. Donc, oui, il y a une bibliographie énorme avec surtout énormément de choses inutiles. Donc, je crois que pour un doctorant, ça doit être c'est déroutant, hein. Enfin, pour moi, ça l'a été aussi, mais c'est là qu'il est important d'être bien dirigé. C'est déroutant de se retrouver face à tant d'écrits et des choses qui sont évidemment maintenant dépassées ou plus pertinentes. Après, par rapport à Cervantes, c'est vrai que le deuxième écueil, c'est justement un regard qui a pu changer, une interprétation, une analyse qui est parfois complètement divergente sur certaines œuvres. Et ça aussi, ça demande de la part du chercheur une sacrée indépendance d'esprit et un esprit critique. Parce qu'évidemment, quand on voit des signatures d'autorité, on aurait tendance un petit peu à se laisser influencer par ce qu'ils pensent ou ce qu'ils écrivent. Je pense, l'exemple le plus flagrant, c'est justement le dernier roman cervantin, le Persiles, qui a pendant longtemps été considéré comme un roman qui exaltait les valeurs de la contre-réforme, donc extrêmement religieux, etc. Et qui maintenant est lu vraiment comme une parodie, hein, une parodie de romans byzantins, de romans grecs, et avec je dirais un excès de piété qui en fait doit être interprété plutôt comme un pastiche en fait, hein, voilà, c'était une des théories de Jean-Marc Pelorson dans son analyse du Persil, et je pense que ça a ouvert la voie à une autre lecture. Sauf que voilà, on disait tout à fait le contraire quelques décennies ou quelques années même auparavant. Donc voilà, deuxième écueil que le chercheur doit rapidement apprendre à contourner. Alors, après cette longue traversée de la thèse sur ta petite barque fragile, un jour, tu arrives enfin au port qui s'appelle la Soutenance.
Et est-ce que tu peux nous dire quels étaient les professeurs qui composaient ton jury? Oui, bien sûr. Donc, il y avait bien sûr mon directeur, Jean-Pierre Etiendre, qui était professeur à Paris 4, puisque c'est là que j'ai préparé donc cette thèse. Il était accompagné de 4 autres membres dans ce jury. Michel Monner, professeur à Toulouse, ex-Toulouse Mirail, Michel Monner est un grand cervantiste français, bien sûr. Donc, c'était le spécialiste dans mon jury. Il y avait également Jean Villard, donc également en tant que spécialiste du siècle d'or, bon, même si Jean Villard était lui plus spécialiste des arbitristas, de la pensée réformiste, etc. Mais enfin, il avait une telle culture qu'il pouvait voilà, participer à tous les jurys. Il y avait également parmi ce jury deux femmes quand même. Sylvia Roubaud, professeure à Paris 4 aussi, grande médiéviste et spécialiste du roman de chevalerie. Et Suzanne Varga de l'Université d'Artois, qui, elle, est également une cyclodoriste et plutôt spécialiste de poésie, qui a écrit une très belle biographie de Lope de Vega. Donc voilà, les 5 membres de mon jury. Et cette journée alors, quel souvenir en gardes-tu? Je pense que j'en garde plutôt un très bon souvenir, bon, même s'il y a eu des petits moments un peu plus rudes, hein, ce qui est normal. En fait, la soutenance avait lieu dans la salle d'Elpi de l'Institut hispanique. Donc déjà, pour moi, qui suis très sensible aux espaces, c'était quelque chose de très positif parce que c'est une salle que je connaissais très très bien. J'ai fait mes études à l'Institut hispanique, donc j'avais été étudiante dans cette salle 20 ans auparavant. Et donc là, je me retrouve évidemment dans une ambiance beaucoup plus solennelle, mais dans un lieu familier, donc ça aide. Et puis, j'avais la chance d'avoir beaucoup de public derrière moi, donc des amis, des collègues. Forcément, je me suis sentie très, très soutenue, un peu portée par leur présence. Quand il y avait des critiques, je sentais que ça remuait un peu derrière moi et que, limite, ils me soutenaient plus, moi, que le membre du jury qui me critiquait à ce moment-là. Donc, c'était évidemment pour moi très réconfortant. Tu avais ton fan club dans la salle. Oui. Et puis après, en plus, bon, honnêtement, c'est un moment qui est extrêmement, qui est ambivalent, à la fois excité et puis épuisé. On est très concentré. Et bon, pour moi, en plus, j'avais 44 ans quand même lorsque j'ai soutenu cette thèse. Donc, j'étais plus une gamine. On dit que c'est un moment un peu infantilisant, une soutenance de thèse. Donc, moi, je ne me suis pas forcément sentie infantilisée. J'avais tout à fait conscience et j'ai toujours d'ailleurs, de mes lacunes, de mes faiblesses. Donc, j'étais tout à fait apte et ouverte aux critiques. Ces critiques, elles ont souvent été, quand elles ont été très constructives pour moi, elles m'ont permis d'avancer. Et par ailleurs, il y a quand même eu des éloges aussi, et donc ces éloges-là m'ont rempli de fierté, évidemment, puisqu'ils venaient de la part de personnes pour lesquelles j'avais beaucoup d'admiration. Donc voilà, donc j'ai été très réactive, je crois. Donc je me suis défendue quand il fallait, portée par ces amis qui étaient derrière moi. Et puis un jury qui a été de toute façon toujours extrêmement bienveillant et qui m'a permis aussi, grâce à cette soutenance, peut-être de encore mieux préciser les choses. Donc pour moi, c'était un moment positif. Et encore une fois, même les critiques sont positives dans ces cas-là, sont constructives. Donc, j'en déduis que tu n'étais pas trop stressée alors. Alors moi, je suis quelqu'un qui j'ai le trac. Hein. Je suis effectivement quelqu'un de stressé, mais plutôt la veille. Voilà, j'ai cette chance d'avoir peut-être parfois du mal à dormir etc. Mais par contre, une fois que je suis rentrée dans l'arène, j'ai moins de trac. Donc là, je me suis sentie stimulée à la limite. Le stress, évidemment, c'est une autre forme de stress, mais c'est un stress stimulant. Donc je sais que je suis sortie de là assez fatiguée, mais plutôt ravie. Voilà. C'est un moment, effectivement, que je souhaite de vivre comme ça aux jeunes doctorants qui continuent à travailler en ce moment, voilà, avec cette perspective. Et dans quelle mesure l'enseignante que tu as été, la chercheuse que tu as été, que tu continues à être, te semble avoir été influencée par ce travail de thèse?
L'influence, ben oui, bien sûr, j'ai été influencée par d'abord une meilleure connaissance de toute cette période et de tout ce qu'il y avait en amont aussi, parce que la littérature classique suppose évidemment une très grande culture euh, de la période plus ancienne encore, et ça peut-être que j'en manquais. Bon. Donc ça m'a donné un peu plus d'assurance, voilà, le fait d'avoir fait ces 5 années de recherche, d'être arrivé au bout de cette rédaction, ça m'a donné l'assurance qui m'aurait peut-être manqué avant. Et surtout, ça m'a permis de toujours faire interagir en fait recherche et enseignement. J'ai eu beaucoup de chance sur ce terrain parce que j'ai toujours pu, soit dans mon premier poste à Marne-la-Vallée ou ensuite ici à l'université d'Aix-Marseille, j'ai toujours pu avoir des enseignements dans mon domaine de spécialité, depuis la 2e année de licence jusqu'au master et évidemment au concours où il y a régulièrement des questions sur la littérature du siècle d'or. Donc j'ai vraiment enrichi, je dirais, mon enseignement par ma recherche et réciproquement. Et donc, voilà, de ce point de vue-là, c'est sûr que ça a été quelque chose de fécond. Après, par rapport à la façon d'aborder les textes, il est évident que le fait d'avoir mené à bien une thèse oblige à beaucoup plus de rigueur, et comme je le disais tout à l'heure, à être extrêmement précis. Alors, comme j'ai l'habitude, moi aussi, d'être précise dans ma façon d'enseigner, mais là, pour le coup, ça a peut-être encore plus façonné mon enseignement en donnant au maximum à mes étudiants la possibilité d'entrer dans les textes, de bien connaître les textes. Je suis très sensible à l'analyse littérale aussi, et donc, voilà, j'ai essayé de leur donner le goût et le plaisir que j'avais moi, mais sans oublier jamais justement ce travail rigoureux sur l'analyse des textes eux-mêmes, voilà, de l'écriture elle-même. Justement, c'était la question que je voulais te poser ensuite. Tu as parlé d'amener les étudiants vers ces textes. Je voudrais bien savoir comment tu t'y prends. Voilà. Comment ça s'enseigne le siècle d'or, en particulier avec des étudiants d'aujourd'hui? Bon, d'abord, je dirais que oui, en effet, actuellement, ça relève un peu de l'activisme militant. Hein, c'est voilà, un sacré défi. C'est vrai que j'ai vu au cours de ma carrière, c'est-à-dire les 22 ans à l'université, les choses évoluer, et malheureusement pas toujours dans le sens que j'aurais voulu voir. Mais bon, comment ça s'enseigne? Alors, c'est une vaste question, mais moi, je dirais qu'il faut très, très vite essayer d'évacuer la difficulté de l'accès linguistique, de la compréhension littérale. Ils s'en font parfois, nos étudiants, toute une montagne, et en fait, on peut, et alors, parler des intermesses tout à l'heure, bon, c'est exactement le cas où on peut leur montrer que les dialogues, finalement, sont extrêmement vivants, spontanés et faciles à appréhender. Et puis, il y a dans les textes en prose aussi des extraits qui sont tout à fait abordables, sans trop de difficultés. Alors, leur montrer ça, d'abord, leur montrer ensuite à quel point ces textes sont drôles, l'humour y est extrêmement présent. L'ironie cervantine, je n'ai plus à démontrer. Et leur montrer en plus, je crois que c'est peut-être ça sur lequel j'ai beaucoup insisté, cet aspect sur lequel j'ai beaucoup insisté dans mes cours, à quel point donc leur montrer la modernité de ces textes du siècle d'or. Alors, je ne vais pas schématiser, mais presque tout a été dit et écrit à ce moment-là. Et quand on arrive à leur montrer, par exemple, que des problèmes qui nous concernent, des problèmes contemporains comme bon, que ce soit la place, la marche, par exemple, les marginaux, que ce soit la femme, que ce soit le mort, que d'autres problèmes aussi très, très présents dans notre société contemporaine, comme par exemple le débat entre assistance ou travail, hein, faut-il aider ou est-ce qu'on aide trop et que ça crée des paresseux, etc. etc. Le problème plus philosophique de la liberté, de la prédestination, qui est quand même quelque chose qui continue à nous intéresser tous. Donc, cette universalité, cette modernité des problèmes, elle est dans les textes du siècle d'or, et leur montrer à quel point, donc, finalement, des réponses ont déjà été apportées,
ou quand il n'y avait pas de réponse, évidemment, un regard sur la vie, qui est un regard parfois désabusé, souvent désabusé, mais qui est clairvoyant et qui permet aussi d'avancer et permet à l'individu qu'on est, chacun, chaque lecteur qui a derrière nos étudiants ou derrière les chercheurs, peut progresser grâce à ces approches, je pense Cervantes bien sûr, mais je pourrais citer Quevedo, Gracián et même Lope de Vega dans son théâtre, hein, qui a également fait preuve à la fois d'humour et de gravité. Donc voilà, tout ça me paraît être la grande richesse de la période sur laquelle j'ai travaillé, j'ai fait porter mes recherches et j'ai essayé de la partager avec mes étudiants en leur montrant qu'il y avait tout ça derrière et qu'il ne fallait pas s'arrêter à ce premier contact qui peut être un peu déroutant parfois d'une langue un tout petit peu plus compliquée que celle qui est aujourd'hui employée, encore que finalement, si on compare avec le français de Rabelais, l'espagnol de Cervantes est quand même beaucoup plus facile à lire. Alors justement, tu as parlé de la langue. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur cet aspect, en particulier à partir de la traduction. Alors ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'amener sur le terrain de la traduction du Quichotte par Schulman et Aline Schulman et Jean Canavaggio et te demander de prendre parti dans cette querelle. Alors justement, pour la traduction des siècles d'or, du siècle d'or, pardon, comment tu penses qu'il faut s'y prendre? Est-ce qu'il faut rendre le texte lisible en le mettant dans un français entre guillemets actuel, compréhensible, etc. Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, il faut lui conserver son étrangèreté, sa différence, mais alors dans ces cas-là, comment s'y prendre pour trouver des mots adaptés sans faire d'anachronisme, c'est-à-dire trouver des mots qui paraissent anciens en français, mais qui, si ça se trouve, n'étaient pas encore en usage en français, en tout cas pas dans ce contexte-là, pas de cette façon-là. Voilà, comment tu t'y prends? Comment il faut faire? Et de ton point de vue, quelle est la meilleure solution pour traduire ces textes-là? En fait, je dirais que ça dépend un petit peu du niveau auquel on s'adresse, hein, surtout. Voilà, c'est vrai qu'en deuxième année de licence, on ne va pas avoir peut-être les mêmes exigences à ce niveau-là qu'en préparation à la grecque ou en master. Euh, mais je pense que, enfin, oui, par rapport à la priorité que j'ai pu avoir, notamment avec des étudiants jeunes, il s'agissait pour moi surtout qu'ils accèdent au texte. Donc, je leur ai permis d'avoir des traductions, je dirais, les traductions les plus simples, les plus ouvertes, les plus actuelles. Voilà. Pour qu'ils puissent justement saisir peut-être un humour qui n'est pas évident. Parce que le problème, on parlait du problème de la difficulté d'accès avec la langue espagnole du XVIe ou du XVIIe, mais on a le même problème avec un français un peu châtié, un peu soutenu. Donc évidemment, certaines traductions très, très académiques pouvaient rebuter les étudiants. Donc c'est vrai que j'ai été assez pragmatique sur ce terrain. Ce n'est pas un choix personnel, c'est encore une fois quelque chose que j'ai adapté en fonction du public. Mais passer par la traduction ne me choque pas. Au contraire, si ça peut être une façon de mieux rentrer dans les textes et de mieux les apprécier, tout est possible. Quand j'avais une comédie au programme, je faisais la même chose. Je leur soumettais une traduction et ensuite on travaillait en cours sur le texte, évidemment en espagnol, mais qu'ils aient pu prendre connaissance de l'ensemble de la pièce, par exemple, par une traduction française, euh, même si lorsqu'on traduit une comédie, on n'écrit pas forcément une traduction en vers, hein, donc voilà déjà, mais c'est pas grave. Pour moi, l'essentiel était de partager la connaissance des textes et, si possible, le plaisir des textes. Et là, je sais que je te cueille à froid, mais est-ce que tu as une idée comme ça de texte du siècle d'or qui n'a pas été traduit et qu'il faudrait traduire, ou alors d'un texte qui a déjà été traduit et qui, de ton point de vue, demande une nouvelle traduction? Oh oui, il y en a beaucoup. Certains collègues, d'ailleurs, s'y attachent. Hein, mais
Bon, je ne veux pas en citer un plus qu'un autre parce que certaines traductions de textes fondamentaux ont été faites, notamment je pense à la traduction de Gracián par Benito Pellegrin. Bon. Mais peut-être que ce qui mériterait d'être lu, d'être traduit ou en tout cas relu, ce sont des textes écrits par des femmes. Hein. Il y en a trop peu de traduits actuellement. Donc moi j'essaye en ce moment justement de faire ça parce que voilà, c'est un pan entier de la littérature classique qui a été tout simplement ignoré. Donc voilà, il y a eu beaucoup de traductions déjà sur les textes du siècle d'or. Il en reste à traduire. Certes, il y a le Peregrino en su patria de Lope, par exemple, mais je sais que des collègues s'y attellent ou s'y attelleront. Mais les femmes, jusque-là, ma foi, ça n'avait pas l'air d'avoir été jugé digne d'intérêt. Alors, est-ce que, d'après ce que je comprends, c'est ce sur quoi tu travailles en ce moment, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qui sont ces femmes? Sur quoi elles écrivent? Pourquoi elles écrivent sur ces choses-là? Voilà, qu'en est-il de tes recherches actuelles ensemble? La plus connue, c'est Maria de Sayas, et elle, on connaît évidemment ses nouvelles. Hein. Donc elle a été traduite, elle a été beaucoup lue, etc. Mais on ignore parfois qu'elle a écrit aussi une pièce de théâtre et qu'avec elle, il y avait d'autres dramaturges femmes qui n'ont parfois ne sont même pas citées dans des histoires de la littérature. Hein. Il y en a une qui apparaît, qui est Ana Caro de Mayenne, une sévillane, et qui, moi, effectivement, je suis en train de travailler un peu là-dessus. J'ai traduit une de ses pièces. Bon, mais ces femmes, elles ont écrit des comédias. Elles ont essayé de prendre la suite, de prendre la relève des épigones de Lope sur le modèle de la Commedia Nueva. Mais dans ces comédias, il y a beaucoup d'audace. Maria Essayas parlait de vertueuse audace. Bien, elles font preuve d'audace, mais elles sont aussi obligées parfois d'utiliser des stratégies un peu de détour pour faire passer des idées qui sont parfois même dites et exprimées avec un esprit revendicatif surprenant. Donc voilà, oui, je travaille surtout sur les femmes dramaturges. Les femmes poètes avaient été d'abord un peu plus étudiées pour la bonne raison que, sans doute, la poésie était un art toléré pour les femmes, alors que le théâtre, lui, qui s'expose à un public, était évidemment beaucoup plus risqué et on considérait qu'une femme n'avait peut-être pas à se faire comme ça connaître au grand jour. Voilà. Et donc, tous ces textes, ça constitue un corpus suffisamment important en termes de volume pour pouvoir mener une étude systématique, faire des catégorisations. Alors, le corpus, c'est vrai qu'il est maigre, très objectivement. On arrive à une dizaine de pièces en tout, en partant de Feliciana Enríquez de Guzmán, qui est une dramaturge des premières années du XVIIe siècle, jusqu'à Sor Juana Inés, la mexicaine, donc, qui elle est sur les années 1600, 1660 à peu près. Donc, c'est vrai qu'il nous reste relativement peu de pièces. Certaines ont été détruites. Bon, actuellement, on en a sauvé d'autres. D'autres avaient été gardées évidemment précieusement manuscrites et ont été éditées, publiées. Peu ont été publiées à l'époque de leur écriture. Hein. Et puis, bon, il y a des accidents de la vie aussi. On est en pleine pandémie. Donc, par exemple, l'autrice dont je m'occupe, Ana Caro, est morte à Séville lors d'une épidémie. Et justement, le seul moyen qu'on avait à l'époque de se défendre contre le virus, c'était de mettre le feu. Donc, tout a été brûlé. Donc, voilà, ont été sauvées simplement les œuvres qu'elle avait pu déposer ailleurs. Mais s'il y avait des manuscrits chez elle à ce moment-là, bien, on les a perdus. Voilà. Donc, tu écris sur ce sujet en ce moment. Est-ce que ça correspond à des projets de publication ou c'est juste comme ça pour toi, pour le plaisir? Oui, sur ces femmes dramaturges, j'ai un ouvrage qui est achevé, qui j'espère sera bientôt publié et qui est un essai en fait sur l'écriture de ces femmes, sur une sorte de poétique du féminin de ces femmes dramaturges avec les différents aspects. Et puis j'ai proposé la traduction
la transcription d'abord, et puis la traduction d'une des pièces de Ana Caro, qui est El Conde Partinuples. Voilà. Et j'espère que ça sera publié d'ici un an, si tout va bien. Alors, revenons maintenant à la thèse, avec la question difficile. Est-ce que tu l'as relue, le cas échéant, est-ce que ça a été avec plaisir ou est-ce que ça a été douloureux? Alors oui, je l'ai relue, mais il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Hein. Je dois avouer que pendant quelques années, elle est restée sur une étagère. Alors, je ne l'ai pas relue de A jusqu'à Z, en fait. J'ai été amenée à revenir sur certains chapitres pour les développer, justement. Alors, l'impression est mitigée quand même. Hein. Donc, il y a de bonnes surprises. Il y a des passages où je me dis, ah, bah tiens, oui, bon, c'est une analyse que je continue à partager. Je l'avais plutôt pas trop mal exprimé. Et puis, il y a d'autres passages qui me semblent un peu plus naïfs. Bon, voilà. Et je suis plus sévère, évidemment, maintenant avec l'expérience. Hein. Normal. Avec le recul. Alors maintenant, je vais te demander de nous lire la première phrase de ta thèse. J'espère que ça ne fait pas partie de ces fameux passages que tu regardes avec distance. Et le cas échéant, si tu pouvais nous en faire un commentaire de cette première phrase, ce serait parfait. Je vais essayer. Donc, voilà la première phrase. L'île est un lieu privilégié dans la géographie intime. Elle est l'espace sur lequel viennent s'inscrire les rêves et les fantasmes, mais elle est aussi un milieu physique, une forme topographique. On l'associe le plus souvent à la circularité. En fait, ça fait 3 petites phrases, mais bon, c'était le premier paragraphe. Alors, le commenter, c'est difficile, mais je crois que ce que j'ai voulu dire d'emblée, en tout cas dans cette accroche-là, c'était justement à quel point l'île était porteuse de rêves et donc comment s'inscrivait dans ce petit espace en fait un potentiel énorme de, de thèmes et de récits possibles. J'ai essayé en tout cas de résumer dans cette première page tous les aspects que j'allais ensuite essayer de développer. Voilà. Alors, pour finir, est-ce que tu peux nous dire quels sont les conseils qu'au cours de ta carrière tu as donnés à des doctorants et j'imagine que tu continues à leur donner? Oui, je pense que c'est un conseil un peu ambivalent en fait. Peut-être que le premier conseil que je donnais, c'était vrai pour les masters aussi que j'ai encadrés, c'était d'avoir déjà d'aimer son sujet, mais enfin, a fortiori quand on fait une thèse et qu'on doit passer plusieurs années avec. Donc, aimer le sujet, se sentir concerné, bien entendu, c'est la première des choses que je dirais. Mais paradoxalement, je dirais qu'une fois passé ce premier choix affectif, il convient de très très vite prendre un peu ses distances peut-être pour rester scientifique. Parce que voilà, il me semble que l'écueil dans lequel on tombe peut-être trop souvent, c'est justement de se projeter un petit peu ses propres préoccupations, de projeter ses propres préoccupations sur son sujet de recherche. Et donc, faire en sorte que le sujet de recherche reste bien un objet d'étude au sens scientifique du terme. Et je pense que c'est encore plus important en littérature, peut-être, parce que justement, la subjectivité revient très vite dans ce domaine et il faut qu'il garde toute sa dimension scientifique. Bon, après, il y a d'autres conseils plus classiques, parce qu'évidemment, la thèse a évolué. Maintenant, on demande aux jeunes de faire ça en 3 ans. Donc, évidemment, il faut que le corpus s'adapte. Il faut vraiment apprendre à limiter, à cerner le sujet, à limiter le corpus, quitte à poursuivre ensuite la recherche, soit par une HDR ou des publications, mais voilà, peut-être ne pas trop embrasser et mal étreindre. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, Isabelle, merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien et ça m'a fait plaisir, ça m'a donné l'occasion de te revoir. Ça fait partie des belles rencontres qu'on fait au jury de l'agrégation externe espagnole. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. En tout cas, c'était un exercice très intéressant de revenir un peu sur toute cette étape.
mais qui a été pour moi évidemment décisive. Voilà, et comme pour beaucoup d'autres, je suppose. Merci à toi.